Salut à tous! Aujourd'hui, on va tenter de répondre à une question que vous vous êtes certainement déjà posée, que vous avez peut-être déjà posée à vos profs de maths et à laquelle ils n'ont probablement pas répondu, vous enjoignant plutôt de recommencer pour une quatrième fois votre exercice de trigonométrie. Aujourd'hui, on va se demander à quoi servent les maths. Question assez métaphysique s'il en est, on serait tenté de répondre en énumérant les différents domaines dans lesquels les maths ont une application concrète. Mais ce serait une réponse incomplète et assez insatisfaisante, et on ne saurait toujours pas vraiment pourquoi les maths ont une place aussi importante dans l'enseignement français. C'est pourquoi ce n'est pas ce que je vais faire, mais je vais plutôt essayer de vous transmettre ce qui, à mon avis, motive les mathématiciens quand ils s'assoient à leur table de travail, et qui pourrait vous aussi vous inciter à faire de même. Avant de commencer, je voudrais préciser que dans la plupart de la vidéo, je vais parler de mon avis personnel, outre les différents faits qui pourront être cités. Il se peut que vous ne soyez pas d'accord, et je serais ravi que vous partagiez vos impressions à ce sujet. Ceci étant dit, allons-y, et tout d'abord, un petit peu d'histoire. On considère que les mathématiques naissent réellement en Mésopotamie, vers -3000, même si on trouve des traces de calcul avant. À l'époque, il s'agit simplement de numération pour le commerce et de géométrie pour organiser l'agriculture et l'irrigation. Elles ont alors un statut purement utilitaire. Comme quoi? D'ailleurs, on comptait alors en base 60, car celle-ci simplifie les calculs, notamment de division. On note que la Mésopotamie n'est pas le seul berceau des mathématiques, puisqu'il y en a eu aussi en Chine, en Égypte et dans les civilisations précolombiennes. Ces derniers s'en servaient pour observer les étoiles, former des calendriers, et accessoirement prévoir la fin du monde. Un réel changement est opéré en Grèce vers -600, avec la naissance de l'abstraction. On ne considère plus des objets de la vie réelle, mais des idées des objets, des concepts parfaits. Les mathématiques sont alors développées comme une science en dehors du monde, notamment avec les 5 axiomes de la géométrie par Euclide. On ne demande plus seulement à observer puis utiliser des résultats, mais on veut les démontrer. C'est la véritable naissance du raisonnement mathématique tel qu'on le connaît aujourd'hui. On notera que peu de temps après, Socrate donne naissance à la philosophie, avec cette même démarche de trouver le pourquoi des choses et de se défaire des doxa, ces idées préconçues non justifiées. Platon, son élève, développera la thèse du monde des idées, selon laquelle notre monde est une instantiation, une sorte de copie imparfaite d'un monde idéal. La philosophie qui parle de monde idéal, les mathématiques d'objets parfaits abstraits, on n'est pas bien loin. Et effectivement, mathématiques et philosophie resteront des siècles après des matières très proches. Après une période de stagnation, les mathématiques connaissent un nouvel essor à partir du 8e siècle, initié par le monde musulman, puis vers le 10e siècle en Europe, pour devenir peu à peu la matière que nous connaissons. Il y a eu quand même quelques grands bonds en avant, notamment au 17e siècle avec la naissance du calcul différentiel, et à la fin du 19e siècle, avec les bourbakistes et la théorie des ensembles. Alors, qu'est-ce que tout cela nous apprend? Eh bien que même si les mathématiques ont d'abord été développées dans un but utilitaire, elles sont très vite devenues une matière à part, totalement coupée du réel, et dont le seul but était leur propre développement. Parler d'utilité des mathématiques n'est alors plus très judicieux, puisqu'on ne fait pas des mathématiques pour servir à quelque chose. Et pourtant, paradoxalement, les mathématiques ont très souvent permis de mieux comprendre et appréhender notre monde, et donc d'innover dans de nombreux domaines. Et voici quelques exemples pour vous en convaincre. Le premier exemple est celui d'Ératosthène. Celui-ci cherchait à mesurer la circonférence terrestre. Pour cela, il a mesuré la taille d'un bâton dans 2 villes différentes. Puis, connaissant la distance entre ces 2 villes, il s'est servi d'un théorème de géométrie, le théorème des angles alternes internes, pour trouver un résultat avec une grande précision. En effet, il avait moins de 20% d'erreur, ce qui était une véritable prouesse technique à l'époque. Un deuxième exemple un peu plus biologique est celui des populations d'animaux. On peut modéliser une population de lapins avec la suite de Fibonacci. Je vous invite à voir la vidéo de Micmath à ce sujet, qui est très bien faite. Je vous mettrai un lien dans la description. Mais on peut faire plus complexe. Avec des systèmes de 2 suites, on peut par exemple modéliser une population de lynx et de lapins dans un écosystème. C'est ce qu'on appelle un système proie-prédateur. Je vous passe les calculs, mais voici une courbe qu'on peut obtenir par modélisation et une courbe réelle. Elles sont certes éloignées car il y a beaucoup de facteurs qu'on ne prend pas en compte, par exemple les maladies, mais elles peuvent fournir une bonne approximation. Un dernier exemple, et pas des moindres, est celui d'Alan Turing. Ce mathématicien anglais du début du XXe siècle s'intéressait à la décidabilité des problèmes, c'est-à-dire la possibilité ou non de démontrer certains énoncés mathématiques.
Dans cette optique, il a fondé le concept de machine de Turing, qui est le véritable ancêtre théorique de l'ordinateur. D'ailleurs, il a participé à la conception de la première machine qui fonctionnait avec le langage binaire. Celle-ci avait été utilisée pour craquer Enigma, le système de cryptographie des Allemands, au cours de la Seconde Guerre mondiale. On a donc un premier élément de réponse à la question « Pourquoi faisons-nous des maths ?» Le théorème des angles alternes internes, les suites ou encore les algorithmes, ce sont des concepts mathématiques qui n'avaient pas forcément d'utilité lors de leur création, mais qui se sont avérés pratiques, voire essentiels des années après. Les mathématiques servent donc concrètement et réellement à des scientifiques. Et je ne pense pas que ce soit la motivation des mathématiciens. Vous savez, il y a quelque chose d'assez fascinant dans les maths, c'est qu'on ne sait jamais si l'on invente ou l'on découvre. La plupart des théorèmes sont empreints d'une forme de beauté assez mystérieuse qui fait penser qu'il s'agit là d'une vérité intemporelle que l'on découvre pas à pas. C'est un côté très excitant et je pense que c'est là la véritable joie des mathématiciens. Bon, très bien, donc les maths sont utiles. On pourrait même dire que sans les maths, notre vie quotidienne serait totalement différente. Mais pourquoi sont-elles aussi importantes dans le cursus scolaire, alors qu'il y a si peu de personnes qui s'en servent réellement? Est-ce qu'on ne pourrait pas se contenter d'apprendre seulement les bases? Eh bien, en fait, il y a plusieurs raisons à cela. Premièrement, les maths sont une véritable gymnastique intellectuelle. Elles permettent de développer le raisonnement et les liens d'implication, de cause et de conséquences. Deuxièmement, plus il y a d'élèves qui font des maths au lycée, et plus il y en aura qui seront intéressés, qui en feront dans le supérieur, ce qui aura pour effet d'accélérer la recherche globale en maths, et donc le progrès technologique. Indirectement, les maths nous aident donc à lutter contre le réchauffement climatique et la faim dans le monde. N'est-ce pas? Enfin, dernière raison, mais qui est une mauvaise raison, les maths permettent de classer et d'évaluer les élèves, rôle qui par ailleurs était joué par la littérature il y a une centaine d'années. Ça a pour effet d'obliger des élèves à faire des maths, alors qu'ils n'en auraient pas envie. Et s'il y a un problème éducationnel, c'est là qu'il est vraiment. Mais si un jour pour vous c'est dur, vous doutez, les maths deviennent pour vous hostiles, mortifères, inutiles et austères, vous pouvez retenir cette citation de Georg Cantor: « L'essence des mathématiques, c'est la liberté ». Et voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager si elle vous a plu. Dites-moi bien dans les commentaires tout ce que vous pensez de ce que j'ai dit, ça m'intéresse beaucoup. Abonnez-vous pour ne rien manquer, et on se retrouve une prochaine fois.